Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ce n'est pas toujours si évident. Cet épisode est sponsorisé par la régie publicitaire FinPub et réalisé par la radio Urban FM 104.5, la station urbaine. Pour rappel, ce podcast donne la parole à des personnes connues ou moins connues, mais qui ont en commun la maîtrise de leur sujet. Elles interviennent ainsi sur une thématique précise afin d'ôter toutes méconnaissances, mauvaises informations et déformations de l'information qui biaiseraient notre analyse d'une situation donnée. Ce podcast est disponible en écoute sur YouTube, Deezer, Spotify, Apple Podcasts et sur Urban FM 104.5, la station urbaine. Le 21 juin, le monde entier a célébré la fête de la musique. Au programme, de nombreux artistes qui, à travers le monde, ont affirmé leur amour pour cet art. En regardant toutes ces démonstrations artistiques, je me suis intéressée à un art trop souvent mis en arrière, la danse. La danse tient une place très importante dans notre culture, pour nos rites et nos traditions, mais aussi dans la vie de tous les jours. Car en y réfléchissant bien, la danse est présente partout, à tout moment. Il y a dans notre pays et partout dans le monde des jeunes qui ont décidé de faire de la danse leur métier. Avec la récente victoire du ministère de la Culture, qui a réussi à faire passer le projet de loi sur le statut de l'artiste en République gabonaise, on a l'impression que les choses bougent, ou du moins qu'elles vont bouger. Mais avant, intéressons-nous à la situation actuelle. Quelle est la place aujourd'hui de l'art dans notre société ? Parlons de danse. Les danseurs sont-ils pris au sérieux ? Parviennent-ils à vivre de leur art ? Qui peut être appelé danseur professionnel ? Qu'est-ce que cela signifie d'être un danseur professionnel? Pour nous éclairer sur ce secteur, je vous invite à discuter avec mon très cher ami Lopez Boussamba. Danseur professionnel depuis de nombreuses années, il est à mon sens la personne la mieux placée pour nous guider dans cet univers. Coucou toi. Hello. Comment vas-tu? Je vais super bien. Je te remercie, moi ça va. Je te remercie infiniment d'avoir accepté de discuter avec moi. Mais c'est tout un honneur. Après toutes ces années, je sais pas si toi et moi on a déjà fait une émission ensemble. C'est terrible, mais non. Ah, tu as vu? Pourtant, ça pourrait arriver tout le temps. Tu as vu? Et pourtant on a déjà dansé ensemble. Mais l'émission, non. C'est la première. Je suis tout honoré, franchement. Et moi, je suis très contente. Je suis très contente. Enfin. Alors, Lopez, toi et moi, on se connaît depuis plusieurs années déjà. Oui. Mais pour nos auditeurs, est-ce que tu pourrais te présenter? Alors, je vais recommencer par le début en disant merci à toi, Gina, de m'avoir invité sur ton podcast. C'est tout un honneur. C'est pas toujours évident parce qu'en fait, quand on se côtoie, on se dit que ce n'est pas toujours important de mettre en avant les uns et les autres, alors que c'est la base et c'est la première chose qu'on devrait tous faire. On devrait tous faire. Donc, je suis tout honoré, je te remercie pour ça. En plus, nouveau concept mis en place par toi. Et je fais partie je suis dans les 10 premiers invités parce que je suis le podcast et je sais que voilà, on n'est pas encore à plus de 10. C'est vraiment un honneur. Merci. De rien. Merci beaucoup. Maintenant, pour me présenter, je suis à l'état civil Boussamba Mbina Claudio. Et artistiquement, je suis Lopez Boussamba. Je suis danseur, interprète, chorégraphe, directeur artistique, professeur de danse, coach de danse. Et désormais, j'ai monté ma structure qui s'appelle BSB Industrie, qui est une agence événementielle et qui accompagne dans tout ce qui est événement au Gabon. Voilà. D'accord. C'est bien que tu aies commencé en disant que tu es coach de danse, danseur professionnel, interprète et tout. Au fur et à mesure du podcast, tu vas nous expliquer ce que cela implique concrètement. Mais j'ai d'abord envie de te demander de nous parler de ton parcours scolaire. Parce que c'est vrai qu'on est en train de parler de profession. Si on parle de profession, on parle forcément d'un historique pour arriver à un métier. Comment est-ce qu'on a fait, voilà, tout ça. Donc toi, avant de devenir danseur, est-ce que tu peux nous dire un petit peu tout le parcours, tout le cursus que tu as suivi? J'ai fait tout mon cursus à Libreville, de l'école primaire au supérieur. Donc, j'ai eu mon bac
Je ne me rappelle plus trop de l'année, ça fait tellement longtemps. Donc j'ai mon brevet d'études, j'ai mon CEP, j'ai mon baccalauréat, j'ai une licence en marketing commerce international et j'ai une maîtrise en communication d'entreprise. Je vais quand même expliquer pourquoi j'ai choisi le commerce international quand je suis arrivé en licence, parce que dès que je me suis trouvé ce grand amour pour la danse, devenu mon métier aujourd'hui, j'ai commencé à me poser les questions selon lesquelles, alors, je vais danser, je choisis, parce que c'est depuis longtemps que je sais que je veux en faire une profession. Je choisis d'en faire une profession, mais comment je vais vendre ça? Et j'ai posé des questions aux plus âgés. J'ai demandé à ceux qui avaient connu le supérieur avant moi, mais ce serait quoi la filière qui me permettrait, moi, de mettre en avant ma danse? On m'a dit, c'est le commerce international, et voilà, marketing. Et c'est comme ça que j'ai plongé dedans. J'ai pas plongé dedans pour avoir ce diplôme et créer dans un autre domaine. J'ai plongé dedans parce que je voulais impérativement avoir la capacité et les outils nécessaires pour vendre ma danse et me permettre ensuite de vivre. Donc voilà ce que je suis. D'accord. Alors, tu l'as dit toi-même que tu as su très tôt et depuis longtemps que tu voulais faire de la danse ta profession. C'est quand exactement que tu as commencé à danser et pourquoi? Je sais que le pourquoi semble un peu bizarre. On danse quand on est content, mais mais pourtant quand précisément, parce que toi danser c'est vraiment un travail. Donc c'est quand est-ce que tu as commencé à danser et pourquoi? Alors, une autre petite histoire. Je sors d'une famille très festive. Nous, on dansait parce qu'on avait acheté un nouveau balai. On dansait parce qu'on avait acheté une nouvelle pelle à la maison. On dansait parce que Gina était arrivée juste nous voir et pourtant, elle venait rendre visite à quelqu'un qui était malade. Mais parce que Gina était arrivée à la maison, c'était moyen de faire la fête. Donc, les débuts ont été ça. Je dansais en famille et puis, chemin faisant, quand je suis arrivé au secondaire, j'ai rencontré des personnes qui étaient tout aussi passionnées que moi et qui aimaient vraiment, qui voulaient vraiment monter sur scène. Et à une soirée culturelle d'un établissement de la place, je me suis dit, il est temps que je monte sur scène et que je parle avec mon corps parce que c'est la meilleure façon pour moi de dire ce que je ressens et ce que je vis. Je pense qu'avec les mots, on ne m'entend pas bien. On ne me prend pas assez au sérieux. Il est temps que j'utilise la meilleure façon de parler aux gens et de convaincre les gens. Et c'était mon corps. Donc, avec les passionnés que j'ai rencontrés, nous avons créé notre première compagnie de danse, Nofir. Et ensuite, nous sommes montés sur scène à la soirée culturelle que l'établissement dans lequel j'étais avait organisée. C'était juste magnifique. Ensuite, trop de choses se sont enchaînées. Vu qu'en fait, je représentais donc mon établissement, il y a eu un concours inter-établissement organisé par une boisson de la place qui a été organisé. Et on nous a appelés juste après cette soirée culturelle pour représenter notre établissement. Et c'est comme ça que tout a démarré. Voilà. D'accord. À ce moment, donc, lorsqu'il y a eu le spectacle de l'établissement avec toutes ces personnes, tu as dit que c'était vraiment magnifique. Ouais. C'est toute cette énergie que tu ressentais, tu te disais déjà, on dirait que je tiens quelque chose. Voilà. C'est vraiment ce que je ressens, je me sens bien et c'est juste magique. J'ai envie que tout le monde ressente ce que je ressens parce que quand tu descends de la scène après avoir fait quelque chose que tu adores, que tu aimes, tu te sens exister. Tu te sens utile au développement de la société. Et c'est quand on a fini ces choses que je me suis dit, je pense que j'apporterai au développement de la société de mon pays, le Gabon, par le canal de la danse. Alors, je n'ai pas intérêt à lâcher parce que je veux être utile pour mon pays. Et donc, j'ai continué dans ce sens. Et pendant combien d'années danses-tu, du coup, après cet épisode de ton établissement scolaire? Alors, j'ai commencé en 2002. C'est d'ailleurs l'année de création de ma compagnie Nofir. En 2002. Ensuite, aujourd'hui, je ne suis pas très bon en calcul. Nous sommes en 2002, 2023. On est en 2023, je pense qu'on a 21 ans, vite fait. 20 ans 21 ans. Faut pas suivre. En fait, on a Ivanov qui est à côté, qui nous fait des signes. Et Ivanov, il est pas très bon en calcul. Donc, nous, on sait, ça fait 21 ans. Voilà. Ça fait 21 ans que je danse. Et 21 ans, je partage à travers le langage qui est la danse, qui est le langage corporel. Et voilà. Alors, on récapitule. Tu es dans ton établissement scolaire. Il y a
on va dire, la fête, la soirée culturelle de l'établissement. Tu montes sur scène, tu danses et tout ce que tu ressens, comment le public réagit et tout ça, ça te fait prendre conscience que peut-être que tu tiens un petit filon. Et puis là, avec la compagnie de danse que vous créez avec des amis, tu commences véritablement à prendre ça au sérieux. Exact. Et tu danses aujourd'hui depuis 21 ans. Alors, au cours de ces 21 années, c'est à quel moment que tu décides de faire de la danse ton métier? Pourquoi je pose cette question? Parce que on peut avoir des activités annexes, hein. On appelle ça des passions, enfin des passe-temps, quelque chose que tu fais parce que tu aimes bien, mais c'est pas vraiment ça en fait qui te fait vivre. Contrairement à toi, contrairement aux autres, toi la danse c'est pas un passe-temps, c'est vraiment ton métier. Donc c'est à quel moment, quand est-ce que tu décides de faire véritablement de la danse ton métier? Alors, merci, c'est une très très bonne question, je l'aime beaucoup. Je l'aime, mais vraiment beaucoup. Parce qu'effectivement, on est dedans parce qu'on est passionné. On commence avec la passion et puis, chemin faisant, on fait des choix. Et j'ai fait le choix, moi, d'en faire ma carrière. Pourquoi? Parce que en 2012, ça fait, vu que j'ai créé la compagnie en 2002, voilà, en 2012, ça fait donc 10 ans que je danse en continu, non-stop, à tous les événements. Je fais des clips vidéo, je fais des concerts, j'organise mes propres spectacles avec ma compagnie. Chaque année, ça veut dire que chaque année, on présentait au public, à nos fans, le travail qu'on préparait depuis 8 mois en amont dans une salle avec les danseurs passionnés qui aimaient et voilà. Donc, c'est à partir de 2012, quand j'ai organisé mes 10 ans d'anniversaire, ma compagnie, que je me suis dit, et là j'avais fini mes études, j'avais fini mon cursus scolaire, donc ma maîtrise et ma licence, je me suis dit, bon, maintenant je vais passer à la vie active parce que j'étais semi-professionnel. Il faut quand même préciser qu'on est semi-professionnel quand on a une activité autre que la danse. On est considéré comme semi-professionnel. On est considéré comme professionnel quand on est à temps plein danseur, artiste. Voilà, quand on est à temps plein un artiste. Et donc, c'est à partir de 2012 que je me suis rendu compte que j'allais entrer dans la vie active. Il fallait faire des choix. Est-ce que j'avais envie d'être un administratif? Est-ce que j'avais envie d'être un artiste en continu? Et comme je l'ai dit au départ, je me suis senti vibrer, je me suis senti utile après ma première scène. Ensuite, ma première scène étant passée, j'ai ressenti ces vibrations. 10 ans passés, c'est pas quand même... 10 ans, c'est pas 10 heures. C'est pas 10 jours, c'est toute une vie. Et après 10 ans, je me suis dit, si je suis resté là-dedans, après avoir ressenti ce que j'ai ressenti au sortir de ma première scène, je suis sûr et certain que c'est vraiment ce que je veux faire dans ma vie. C'est donc vraiment mon chemin. C'est avec ça que je vais construire ma vie et c'est avec ça que je vais nourrir ma famille. À ce moment précis, Lopez, j'ai envie de te demander, tu finis tes études, tu as un diplôme, je veux dire, il y a un parterre d'opportunités qui se propose à toi. On est à Libreville. Pourquoi tu décides pas tout simplement d'accepter un contrat, un CDD ou un CDI quelque part, et puis d'exploiter véritablement ton côté marketing, et puis tu décides de partir dans la danse? C'est pas parce que tu avais un petit peu peur et puis tu préférais rester en fait dans ce que tu connaissais, ta zone de confort, dans ce que tu connaissais le mieux? Non, du tout, parce que j'ai essayé. J'ai essayé dans une banque de la place. J'ai été en stage et puis après j'ai été recruté. Je m'ennuyais. Ça va paraître un peu spécial ce que je dis quand je dis je m'ennuyais, pour les gens qui nous écoutent, mais je ne me sentais pas vivre. Je trouvais qu'en fait, je faisais ce que tout le monde faisait. Je faisais ce qui existait. Je suivais une ligne de conduite, je suivais un process, je suivais quelque chose qui était déjà inscrit. Moi, je ne voulais pas m'inscrire dans ce qui existait. Je voulais, moi, m'inscrire dans ce que je crée. Je voulais être un apport conséquent. Je vais vous dire, dans cette banque, je suis allé, j'ai fait une semaine. Et après une semaine, je maîtrisais ce que j'avais à faire. Je connaissais quelles étaient mes prérogatives, je connaissais quelles étaient mes tâches, je les maîtrisais. Je dis bien, je les maîtrisais. Je ne connaissais pas, je maîtrisais. Au bout d'une semaine, j'ai commencé à m'ennuyer parce que je faisais les mêmes choses.
se retrouver tous les matins à répéter des trucs, j'appelle classiques, que je ne minimise pas, que je respecte bien entendu, seulement ce n'était pas mon domaine. Des trucs classiques, c'était ennuyant. Je me levais chaque matin, j'arrivais à 7h30, je repartais à 15h30, mais je refaisais les mêmes choses, les mêmes opérations. Les mêmes opérations pour les mêmes clients, je voyais les mêmes gens, c'était pas créatif, c'était pas... Et je pense que moi, mon esprit était beaucoup plus ouvert à la compétition, au challenge, et c'est ce que je recherchais en fait. Dans cette banque, j'avais aucun challenge parce que tout ce que je faisais, c'était normal. Il fallait faire une opération, c'était prendre de l'argent, transférer dans un compte, prendre cet argent, payer X ou Y truc. En fait, tout était comme, je sais pas quoi dire, c'était... Bien compartimenté et déjà fait, en fait. Voilà, c'était fait. J'étais un exécutant. Voilà, j'étais un exécutant et c'est pas forcément ce que je voulais et c'est pas là-bas que je me sentais utile. Je me sentais vraiment pas utile. J'avais la sensation, je l'ai d'ailleurs toujours, j'avais la sensation d'être celui qui exécute juste, prend, met dans le tiroir, enlève du tiroir, met sous le siège, enlève du siège. Mais à ce moment, excusez-moi, je trouve qu'en fait, on n'est pas utile entre griffes à la société. De ton point de vue, je rappelle aux auditeurs que ça, c'est de ton point de vue. C'est vraiment de mon point de vue, on n'est pas utile. C'est vrai que, qu'on me dira, mais comment ça on n'est pas utile, puisqu'en fait, on gère l'argent des gens, on permet à faire de bonnes actions, on fait tourner l'argent. Oui, ça on l'a compris. Et mais toi, ton besoin, en fait, c'était pas ça. Voilà, c'était apporter quelque chose de nouveau, c'était être innovant. À ce moment, quand tu as décidé de partir de la banque, tu n'as pas eu peur? Il n'y a pas un moment où tu as eu quand même un petit doute en te disant, qu'est-ce que dans quoi je vais m'engager? Est-ce que je suis sûre et tout ça? Tu n'as pas eu un petit doute? Non, pas du tout. Je n'ai même jamais eu des moments d'interrogation. Je me suis jamais demandé, est-ce que j'ai vraiment envie de quitter cette banque? Non. Quand j'ai dit, je vais arrêter dans cette banque demain, je me suis levé le lendemain et puis je me suis dit, je vais avec ma lettre de démission et j'arrête. C'était sans remords. J'ai demandé à mon responsable hiérarchique de me comprendre, c'était mon choix, parce que sans le cacher, mon responsable avait beaucoup besoin de moi. Mon dynamisme d'artiste, donc de danseur, faisait en sorte que j'étais super efficace. J'étais super actif dans la banque. Et donc, oui, mon responsable avait besoin de moi. Il avait vraiment besoin de moi. Mais je lui ai demandé de m'excuser. J'allais briser sa chaîne d'opération. J'allais briser sa chaîne de service. Mais c'est parce que j'avais besoin de me retrouver. J'avais besoin de comprendre certaines choses, mais surtout d'être utile d'une autre façon. Et oui, il m'a bien compris et m'a laissé partir, même si, je peux le dire aujourd'hui, 6 mois plus tard, Durand, il m'a quand même rappelé, ouais, mais tu sais, c'est toujours ouvert. Tu sais, c'est toujours ouvert. Tu sais, c'est toujours ouvert. On est là, oui. Ouais, si tu te perds là-bas, arrive. Et je lui disais, merci bien pour la considération, mais je suis sûr de mon choix. J'aime bien ce que je fais et je me sens bien là. Alors, quand tu quittes la banque et que tu décides de devenir, du coup, danseur professionnel, c'est-à-dire que tu le fais à temps plein, quelles sont les armes que tu mets de ton côté pour véritablement être considéré comme un danseur? Parce que c'est quoi véritablement un danseur professionnel? Moi, je veux dire, je peux apprendre à danser chez moi. Je suis désolée, hein, les danseurs, c'est pas pour minimiser ce que vous faites. Je peux regarder des tutos sur Internet, faire des danses chez moi et ainsi de suite. Et puis commencer à me produire dans les boîtes et plein de choses. Et puis après, tout lâcher comme ça et dire je me consacre uniquement à la danse. Et est-ce que dans ce cas précis, je serais considérée comme danseuse professionnelle? Est-ce que tu as fait des formations? Est-ce que tu as capitalisé? Je ne sais pas. Est-ce que tu peux nous expliquer quel est le parcours pour être considéré comme un danseur professionnel? C'est exactement tout le problème qu'on a dans notre cher pays. Être un danseur, c'est une vue de surface pour ceux qui ne le comprennent pas. Et je vais répéter, je vais réitérer, je suis tout content que ce podcast soit mis en place parce que peut-être ça va ouvrir les esprits de plusieurs personnes. Être un danseur, ce n'est pas juste arriver sur scène et puis commencer à bouger. Il faut naturellement se faire former. Il faut rencontrer des professionnels. Il faut rencontrer des expérimentés. On s'assoit et vous savez, danser, ce n'est pas juste bouger le corps. Danser, c'est aussi étudier. C'est des techniques. C'est des structures, nous on appelle ça comme ça.
Un danseur, c'est quelqu'un qui transmet des émotions. Un danseur, c'est quelqu'un qui transmet des messages. Mais comment est-ce que tu transmets des messages si tu n'as pas de méthodologie? Oui. En mathématiques, ils ont plein de méthodologies pour trouver la racine carrée d'X, etc., etc. Mais en danse, ça existe. Il y a des techniques pour pouvoir facilement faire passer un message. Si je décide, moi, d'embrasser, par exemple, un fait actuel dans le monde, le réchauffement climatique, il faut que j'arrive à parler aux professionnels de la danse et aux non-professionnels de la danse. Mais comment est-ce que les non-professionnels de la danse se sentent impliqués dans le message que je passe? Puisqu'ils ne le comprennent pas, ils ne sont pas forcément danseurs. Et ce sont ces techniques qu'on apprend dans les formations, dans les écoles où on va. Parce qu'il faut suivre des stages, il faut suivre des formations qui te permettent d'avoir des techniques pour les professionnels et ensuite des techniques pour les profanes, afin de passer ton message à la plus grande masse. Parce que les artistes, ce sont des haut-parleurs, c'est comme ça que je les appelle. Les artistes, c'est les haut-parleurs. Les haut-parleurs non seulement des autorités, mais aussi de la population. Il est important pour l'artiste de rappeler aux populations que pour pouvoir vivre dans un environnement sain, il y a des choses à faire. On peut se servir de la danse comme de la musique pour parler au peuple. Il faut se servir... on est aussi le haut-parleur de la population parce qu'on arrive à dire ce que les populations réclament tout bas en se servant de notre art. De l'art, oui. Voilà, parler aux populations. Et ça demande beaucoup de formation, ça demande beaucoup de stages. Et c'est par ça que je suis passé. J'ai été formé par plusieurs grands chorégraphes de la place. Maman Germaine Akoni, si vous me permettez de citer, c'est la femme qui a créé la plus grande école de danse d'Afrique. Les Américains y vont. C'est au Sénégal, à Dakar, John Louis. C'est une très grande école de danse. Elle existe depuis plusieurs années. Moi, je ne suis qu'un caillou dans la masse des gens qui ont été formés. Aujourd'hui, vous avez des personnalités qui chorégraphient de Jennifer Lopez, qui sont passées par cette école de danse. Des personnalités qui ont chorégraphié Madonna, qui sont passées par cette école de danse. Cette dame est arrivée ici et m'a formé à plus d'une fois. J'ai rencontré des chorégraphes et des professeurs d'école de danse de France, de Belgique, d'Afrique du Sud. J'ai rencontré 2 Américains. Tout ça pour dire qu'en fait, avant de me lancer et de dire qu'en fait je suis danseur professionnel, je ne me suis pas contenté du talent parce que Dieu merci, Dieu m'a donné un talent. Mais non, je me suis formé. Il était important pour moi de joindre la partie théorique à la partie pratique. D'accord. Et aujourd'hui, donc après toutes ces formations, tu es considéré aujourd'hui comme un danseur professionnel. Comment est ta vie en tant que danseur? Parce que là, on parle vraiment de la profession de danseur. Qui dit profession, dit qu'on doit pouvoir en vivre. Toi, tu ne fais que ça. C'est ton activité à temps plein. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as des revenus? Est-ce que tu vis de cela? Est-ce que c'est facile? Je vis exclusivement de la danse. Et je ne me plains strictement pas. C'est important pour moi d'utiliser ces mots parce que, effectivement, au Gabon, vous savez, moi, j'ai beaucoup entendu « Ouais, mais tu es danseur, la danse ne paye pas. » Et moi, j'ai toujours répondu « Non, ne nous trompons pas. C'est pas la danse qui ne paye pas, c'est les gens qui n'aiment pas payer la danse. Ça veut dire quoi? Quand on vous invite à un événement, les gens trouvent que la danse, c'est tellement un truc plat, c'est un truc pas très intéressant. Et puis, il te dit, ouais, mais j'ai juste besoin des petits pas. Je ne te demande pas de faire grand-chose. Hein. Tu sais, je veux juste 2-3 petits pas, 5 minutes seulement. Mais 5 minutes, c'est toute une réflexion. 5 minutes, c'est dans un espace qu'on paie. 5 minutes, c'est des costumes qu'on va mettre en place. 5 minutes, c'est une œuvre de l'esprit qui va être créée. Mais excusez-moi, 5 minutes à réfléchir, à penser quelque chose. Les philosophes ont été traités de fous parce que ils nous ont sorti beaucoup d'adages, beaucoup de proverbes, beaucoup d'expressions qui nous permettent de vivre aujourd'hui. Il y en a un qui a dit « Je pense donc je suis ». Allez-y comprendre ce qu'il a vraiment voulu exprimer. Ça peut paraître anodin pour certains, mais c'est très profond. Et nous, en tant que danseurs, quand on nous dit « Ouais, j'ai juste besoin de 5 petites minutes », non, je ne te demande pas de faire 30 minutes. 5 petites minutes, ça ne peut pas coûter ça. Tu lui dis « Mais j'ai envie que tu ailles dans ta bulle, que tu essaies d'avoir 5 petites minutes de réflexion et dis-moi si tu serais capable de ressortir ce que tu attends. » Parce qu'au-delà du fait qu'ils nous demandent 5 minutes, c'est quand même des résultats qu'ils attendent. Oui. Ils veulent que la chorégraphie que tu présentes ressemble à ce qu'il ressent. Il a envie qu'elle soit belle,
il a envie que tu sois bien habillé, il a envie que tu sois propre, il a envie que tu sois coiffé, il a envie que tu sois élégant, il a envie que tu sentes bon, parce que tout ça, c'est la base. Mais comment vous voulez que j'arrive à faire tout ça si vous ne payez pas? C'est bien que tu parles de cette partie, Lopez, c'est-à-dire que au-delà de la clientèle, les artistes, en général, pas uniquement les danseurs, et peut-être plus les danseurs aujourd'hui, parce que c'est un peu des laissés pour compte, Ouais. les artistes, en général, se plaignent du traitement que leur réservent les pouvoirs publics. Du point de vue d'un danseur, aujourd'hui, comment tu qualifies le traitement qu'on vous réserve? Parce que tu l'as effleuré, mais la danse est toujours vue comme accessoire. C'est-à-dire Exact. qu'on va booker un artiste. Je te dis, on book un rappeur, on book une chanteuse ou quoi que ce soit. Et puis, les danseurs, c'est vraiment accessoire. C'est même comme quand on fait un concert. C'est les artistes, quand je dis artistes, je vois les musiciens, chanteurs et tout, qu'on book. Et les danseurs, c'est toujours accessoire. Je ne sais pas si c'est parce que dans cette optique, on ne voit pas les danseurs comme des artistes, on ne voit pas des danseurs comme quelque chose de difficile à faire, ou c'est peut-être parce que nous tous en Afrique, en gros, on danse un petit peu, quoi. On danse les lones, on danse le lingala, on danse plein de trucs. On danse les coco, on danse les coco, donc on se dit que on va pas payer des gens pour venir faire quelque chose que nous on fait déjà tous les jours. En fait, c'est une petite blague, mais non, juste pour te donner un petit peu l'atmosphère, que ce soit la population, que ce soit les pouvoirs publics. Comment tu qualifies aujourd'hui le traitement qui vous est réservé en tant que danseur? Alors, honnêtement, j'aurais pas les mots pour définir ou qualifier le traitement des pouvoirs publics, parce que c'est toujours triste de devoir constater qu'en fait, on est regardé d'une façon pas très intéressante, je préfère dire ça comme ça. Pour moi, je pense, l'erreur a été depuis la base. Pourquoi je dis depuis la base? Parce qu'en fait, la danse a été vue que comme la culture en général a été vue que comme du divertissement. Mais ça, c'est parce qu'à l'époque, j'ai envie de dire ça comme ça, je ne suis pas sûr, je parle par rapport à ce que j'ai vu à l'époque, tout ce qui comptait, c'était mettre en place des structures, c'était mettre en place une politique d'évolution pour le pays. C'était on sortait des indépendances et le plus important, c'était construire des infrastructures, l'éducation et tout le travail. On ne voyait pas vraiment la culture. Et la culture n'était vraiment pas visible. Mais pourtant, on sait tous qu'en fait, et aujourd'hui on s'en rend beaucoup plus compte que de par la mondialisation, c'est grâce à la culture qu'on s'impose. La culture, c'est ton identité, c'est qui tu es. Tu m'étonnes. Tout le monde s'habille comme des US maintenant. Toutes les filles ressemblent à des New-Yorkaises. Tu sais, elles ont des cheveux qui tombent comme ça. Et j'allais arriver. Les États-Unis, qui sont considérés comme la première puissance mondiale, la Chine aussi, les pans économiques les plus puissants des États-Unis et de la Chine, donc classés premier et deuxième dans l'un et dans l'autre, c'est la culture. Ça veut dire qu'en fait, le pays fonctionne, crée des hôpitaux, crée des routes, crée des infrastructures, crée tout ce qui existe parce que le pan économique de la culture permet, dans la fiscalité, de récupérer de l'argent et investir pour le pays. C'est juste dommage qu'en Afrique, on ne s'en rende pas encore compte. Je pense qu'ils se sont rendus compte au Nigeria. Il n'y a qu'à voir, je ne compte pas le nombre de soirées. Je suis allée à 2 soirées ce week-end et il y avait de l'afrobeat partout. Partout. C'est trop fort. Regardez comment ils ont conquis le monde. Aujourd'hui, j'ai envie de parler même de l'Afrique du Sud avec Amapiano, permettez. C'est en train de conquérir le monde. Tout le monde veut faire ça. Tout le monde veut faire ça. Et excusez-moi, sans vouloir minimiser un secteur, je ne ferai jamais ça. Moi, je suis de ceux qui pensent que tous les secteurs ont leur place. Il faut juste qu'en fait, chacun fasse bien son boulot. C'est grâce à l'Amapiano que l'Afrique du Sud est beaucoup plus regardée. Je vais revenir sur le Gabon. On va sur les réseaux sociaux, vous voyez les trends qui existent, mais le Gabon est encore plus regardé aujourd'hui parce qu'en fait, il y a l'Ancham qui est dansé par tout le monde. Grâce aux réseaux sociaux, notre musique qui est en train de se retrouver
Se retrouver, qu'est-ce que j'entends par se retrouver? C'est essayer d'avoir une place, parce que notre musique gabonaise n'avait pas de place dans la course des musiques en Afrique. Ou a perdu la place. Voilà, elle a perdu la place qu'elle avait, parce qu'à un moment, on était très, très, très au devant de la scène avec les Sénégal. Et puis, chemin faisant, on a perdu un peu cette vitesse-là. Moi, bon, j'ai l'espoir qu'elle renaisse de plus belle, et je réalise que c'est grâce à la danse qu'en fait, les gens, ils connaissent le Gabon, parce qu'ils font l'ancham. Ils font le jazzé. Et à chaque fois qu'ils demandent, mais c'est la danse de quel pays? On dit c'est le Gabon. Le Gabon, c'est où? C'est un pays d'Afrique centrale. Et là, les gars, ils vont y checker, ils regardent, ils retrouvent le Gabon. C'est quand même quelque chose à prendre super au sérieux, parce que, vous savez, on est parents, c'est une chaîne. Quand je suis parent et que je vois mon enfant qui danse quelque chose, vous imaginez un ambassadeur qui a regardé son enfant danser l'ancham à la maison à une fête, et il demande à son enfant: mais la danse que tu as faite là, c'est quelle danse? Ça vient de quel pays? Cet ambassadeur sera obligé de connaître le Gabon par l'ancham s'il ne la connaissait pas. Donc il demande à son enfant: cette danse, elle est de quel pays? Son enfant lui dira: c'est du Gabon. C'est un pays de l'Afrique centrale. Lui, en tant qu'ambassadeur, de par la politique qu'il mène, ne connaissant pas le Gabon, sera obligé de connaître le Gabon juste à cause de l'art, de la culture. Malheureusement, on n'a pas encore pris conscience de ça, de la force de la culture dans notre pays. Il faudrait juste qu'on réalise que, oui, on doit faire la politique politicienne, oui, on doit faire la politique de l'économie des banques, oui, on doit faire la politique des hôpitaux, on doit faire la politique des routes, mais il faut la politique culturelle. Et on remercie au passage le ministre actuel de la Culture qui s'est énormément battu pour faire valider le statut de l'artiste. Pour faire passer le projet de loi sur le statut de l'artiste. Du coup, quelqu'un comme toi... définitivement, c'est toute une joie. Voilà, du coup, quelqu'un comme toi, sur ton passeport, désormais, quand tu iras le faire, ce sera marqué artiste. Tu pourras véritablement revendiquer ton statut. Voilà. Et puis, voilà. Donc, merci, monsieur le ministre. Je pense qu'une fois, on aura peut-être l'occasion de mieux développer cette partie, peut-être avec Baponga, qui, lui, est directeur des arts du spectacle, au ministère de la Culture, exact. Et qui a suivi ce dossier de manière très pointilleuse. Ça m'intéresserait vraiment de discuter en plein de ça. Gina, si tu permets, à la suite de ce que je disais déjà, ensuite, tu me demandais, est-ce que on est pris au sérieux? Oui. Est-ce que... Je pense que tout le monde a le droit d'être pris au sérieux, mais ça dépend de comment tu te présentes. Oui. En vérité, ce n'est pas tant la faute de ceux qui nous regardent si on est pris au sérieux ou pas. C'est en fait nous, artistes, comment est-ce qu'on se présente aux yeux du monde? Comment est-ce qu'on vient vers les gens? Est-ce qu'on vient toujours avec la main tendue pour demander? Ou est-ce qu'en fait, on connaît nos valeurs, on connaît nos objectifs et on sait ce qu'on vaut, mais on demande ça à juste titre? C'est ça la véritable question. Et moi, je ne suis pas de ceux qui jettent la pierre à ceux qui nous regardent. Je me dis juste qu'en fait, il faut qu'on mette les voies et les moyens en place pour que ceux qui nous regardent à distance et qui n'ont pas toujours donné de l'intérêt à ce qu'on fait, puissent donner de l'intérêt. Après, à nous respecter, clairement. Voilà, quoi. Alors, Lopez, si ma mémoire est bonne, il y a dans le monde ce qu'on appelle la journée internationale de la danse, comme on a la fête de la culture, on a la journée internationale des veuves, on en a parlé la dernière fois, enfin bref, il y a la journée internationale de la danse. La danse, en elle-même, sans qu'il n'y ait même cette journée internationale, tient une place très importante dans nos rites et coutumes. Je ne vois pas un seul mariage traditionnel où il n'y a pas de danse. L'entrée du marié fait intervenir de la danse. Ouais. L'entrée de la mariée fait intervenir de la danse. Moi, je connais même des ethnies au Gabon où quand on pleure, on danse. Parce que je suis née et j'ai grandi dans le Haut-Ogooué et l'une des caractéristiques, c'est que quand on pleure le défunt, on danse. Alors, aujourd'hui... malgré l'importance donc de la danse dans nos cultures, malgré l'importance de la danse en général, parce que s'il y a une journée internationale, c'est que c'est bien reconnu. On va rester sur cette question de considération. Est-ce que toi, tu conseillerais à un jeune homme, Ivanov par exemple, qui est avec nous aujourd'hui, de faire de la danse son métier, ou est-ce que tu conseilleras à un jeune homme qui aujourd'hui fait ses premiers pas dans la rue, dans des concours et autres, dans des battles, et qui se voit en train de développer ça et d'être un danseur professionnel, est-ce que tu conseillerais d'y aller? Oui, à 200%.
C'est clair que oui, moi je dirais oui à 200%. On me dira pourquoi, puisqu'en fait c'est difficile. Et je répéterai qu'en fait non, c'est pas difficile. C'est la considération qu'on décide d'avoir nous-mêmes pour notre propre métier. Y a un adage qui dit « aide-toi et le ciel t'aidera ». Voilà. Si tu fais rien pour toi, personne ne fera rien pour toi. Il n'est pas question que les gens viennent t'aider à comprendre, t'aider à développer ton immeuble si toi-même tu n'es pas capable de développer ton immeuble. Alors oui, la Journée internationale de la danse, elle existe depuis belle lurette. Malheureusement, dans mon pays, elle n'a pas toujours été célébrée. Il y a 2-3 jours, je pense, si j'ai bonne mémoire, enfin, la semaine dernière, il y a eu la célébration de la fête de la musique. Je pense que c'est la Journée internationale de la musique. La fête de la musique, La fête de la musique, voilà, elle a été célébrée. Mais ça existe aussi dans la danse. Et je suis bien content que le ministère se soit reformé. Après, c'est allé juste trop vite. Je pense que c'est un aspect qui a sûrement échappé. Mais je compte sur eux. Avec Baponga, qui d'ailleurs est un ancien danseur avant de devenir chanteur, pour que dès l'année prochaine, ce soit très pris en compte et que ce soit célébré de façon sur le territoire national. Parce que cette célébration, c'est bien la preuve, mais surtout le moyen de montrer au commun, à la course de la danse dans le monde, que le Gabon a une part active. Tu disais tout à l'heure, nous avons plusieurs danses, nous sommes très riches culturellement en danse. Nous avons une 50aine d'ethnies et ces ethnies-là dansent toutes assez différemment. Mais comment ne pas mettre en valeur toutes ces danses alors que nous sommes, j'ai envie de dire, l'un des pays les plus riches en danse. Il est important que tout le monde voit ce qu'on a. On est habitué à l'Elone parce que c'est connu, c'est les plus dansés. On est habitué à l'Ikoku, on est habitué à Ongwala, on est habitué à toutes ces danses qui existent. Mais il y a plein d'autres danses dans le Gabon qui existent, qui ne sont pas connues, qui ne sont pas populaires. Il faut pouvoir les mettre en place. Et pour les mettre en place, il faut qu'on célèbre cette journée internationale de la danse. Il n'est pas question qu'on célèbre une journée internationale de la danse en faisant ce que les autres ont. Il est important que nous, on revalorise notre danse parce que c'est de ça dont il s'agit. Que chacun regarde ce qu'il a, mette ça en lumière afin que les autres s'imprègnent et la récupèrent pour la développer à leur manière. Il faut qu'on existe. Et pour exister, il faut qu'on propose aux choses aux gens. Et je pense qu'on est l'un des pays capables, culturellement parlant, de proposer la plus grosse matière en danse. Clairement, parce que dans ce qu'on appelle la mondialisation, je veux dire qu'il est peut-être temps d'arrêter d'être le pays qui consomme. Contrôle C, contrôle V, tu vois. Peut-être que pour garder en vie nos rites et coutumes, il faut encore que la génération qui vient apprenne à les développer, à les pratiquer. Exactement. Parce que si nous tous, c'est pas mal, hein. Nous tous on fait ça. Si nous tous on danse de la mapiano, si nous tous on fait, on danse un peu comme, c'est quoi mon artiste nigérian que j'aime beaucoup, qui fait de l'afrobeat et tout. Si nous tous on danse un peu comme lui ou comme les Américains, ben en vérité nos cultures elles sont délaissées. Déjà que les langues nationales sont de moins en moins parlées. Si on fait disparaître nos danses, on est vraiment parti vers quelque chose de catastrophique. C'était ma petite parenthèse, hein, ma petite contribution. Alors Lopez, on revient à toi. Ouais. D'un point de vue social, comment est-ce que tu es perçu? Parce que là, on parlait de toi en tant que danseur, donc on va dire dans ton domaine professionnel, mais j'ai envie de parler de toi personnellement. D'un point de vue social, comment tu es perçu? Parce que tu travailles pas dans une administration, tu mets pas de costume. Ouais. Moi, j'ai un ami qui travaillait avant dans une grosse entreprise et tout, et il a démissionné pour pouvoir se consacrer à son business à lui, qu'il a créé, mais son business ne lui impose pas d'être en costume tous les jours et autres. Et il me disait la dernière fois que la famille de sa femme disait: ah, mais tu sais, depuis qu'il porte plus de costume, on a un peu de doute sur sa capacité à s'occuper de toi et des enfants. Est-ce que ça va à la maison et tout ça? Alors, c'était une petite parenthèse, mais moi, ça m'a vraiment... ça m'a vraiment secouée. Je me demandais, on peut pas juger de la capacité à quelqu'un de s'occuper de sa famille sur son apparence vestimentaire. Alors toi, tu es un danseur, Dieu seul sait à quel point les danseurs sont créatifs. Toi, tu ne travailles pas dans une administration. Tu fais une profession qui, il y a encore quelques semaines, n'était pas du tout reconnue. Enfin, quand je dis reconnue, il n'y avait pas du tout d'identité.
tu es le papa d'une petite fille. Ah. Comment tu es perçu socialement? Est-ce que tu es pris au sérieux? Est-ce que dans la famille, si belle famille tu as, est-ce que dans la famille de ta partenaire, par exemple, on te voit comme quelqu'un qui peut subvenir à ses besoins, ou on te voit comme disent les papas, comme un voyou qui danse partout? Qui fatigue seulement Voilà. leur fille et tout ça. Merci, cette question aussi, elle est magnifique, parce qu'en fait, on en souffre énormément. On nous regarde, et puis dès que tu dis, dans un milieu, vous savez, on se pose des questions et tout le monde dit, moi je suis banquier, moi je suis docteur, moi je suis, et puis tu dis, moi non, moi je suis danseur. On te regarde, silence, et tout le monde veut comprendre. Tu es danseur? Oui, je suis danseur. Non, on ne te demande pas ta passion, on te demande ce que tu fais dans la vie, et tu arrêtes les gars, tu dis, les gars, stop, moi je suis danseur professionnel. Et là, tout le monde te regarde. Ah ouais? Tu t'en sors? Bien sûr que je m'en sors. Les gars, regardez-moi. Ça, c'est juste pour rire peut-être, mais tout est une question d'organisation. Je pense qu'à l'époque, beaucoup ne faisaient pas ce qu'on est en train de faire. Les danseurs d'aujourd'hui, permettez-moi, on va essayer de s'enorgueillir, je ne suis pas le seul, mais ils sont nombreux à faire de très 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 belles choses avec la danse, grâce aux revenus de la danse. On pense à Michael Anissé que je connais, on pense à Kesha et On pense à Sian. Kesha, on pense à Mika, on pense à Arnaud Ndumba, Oui. on pense à plein de gens, on pense à John Smith, on pense à... C'est des gens Et il y en qui a ont- deux qui sont partis en France il y a très très longtemps qui faisaient de la danse contemporaine. Il y a Gaël, il y a Scott et... Voilà, Scott et sa partenaire, j'oublie son nom. Gaël, Oui, Gaël, Gaël. c'est elle, parfait. mais c'est des exemples pour nos jeunes. C'est des exemples. Aujourd'hui, ils sont assis, ils sont financièrement stables, comme nous d'ailleurs, moi personnellement, financièrement stables. Et comme je disais tout à l'heure à la précédente question, je pense que tout est une question de comment tu te valorises, comment tu te présentes aux yeux des gens. C'est vrai, c'est pas facile. Il y a encore des stéréotypes. Un danseur, c'est un bandit. Un danseur, c'est... Mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, ça a évolué, les choses ont changé. Et c'est surtout que j'ai envie de dire, l'histoire, les gens, ils l'ont pas vraiment apprise dans le bon sens. Ils l'ont apprise un peu à l'envers parce qu'ils se sont contentés de regarder des choses. Mais à l'époque, nos grands frères, quand ils dansaient, c'était pour défendre leur territoire. Là, on pouvait déjà parler de patriotisme. Donc, l'instinct d'avoir la capacité de défendre son territoire. On dansait, on se mettait face à un garde derrière la prison dansait face à un garde Estéfo parce qu'il était question de montrer que nous, les gardes derrière la prison, nous sommes forts, nous sommes valeureux. Et les gardes Estéfo faisaient pareil. Donc, non, ce n'était pas tant du banditisme, c'était de la revalorisation d'un espace, d'un endroit, de notre endroit de vie, quoi. Donc, on défendait déjà des valeurs, on défendait déjà des principes. Ça n'a fait que continuer. Aujourd'hui, au-delà de cette défense, de ces valeurs qu'on aime, ces vertus, on se sert de nos revenus pour avoir des business. On a regardé les autres. On me dira, je vais prendre un exemple, c'est un Américain, pour ne pas venir en Afrique. D'abord l'Amérique, parce qu'il paraît, c'est vraiment ce qui est de l'extérieur qui nous fait vraiment réfléchir. Jay-Z, excusez-moi, il est l'un des puissants rappeurs aujourd'hui et même très grand homme d'affaires, mais ce n'est pas seulement parce qu'il a développé dans la musique. Il s'est servi des revenus de la musique pour investir dans l'immobilier, pour investir dans les parfums, pour investir dans le vêtement, pour investir dans... Et c'est ce que nous, on est désormais, nous, on a désormais compris et qu'on fait. Donc oui, quand on ne danse pas, on a des revenus parce qu'on a investi dans des business. On a investi dans autre chose. Et donc, oui, on est capable de répondre aux besoins de nos familles. Tu disais tout à l'heure que moi, j'avais une fille qui a appris dans un établissement conventionné. On sait ce que ça coûte. Là, j'ai jamais eu de problème de paiement. Un enfant, je n'apprends à personne ce que ça coûte. Je n'ai pas des problèmes majeurs. Je ne suis pas celui qui me retrouve devant la porte d'X ou Y personne à gratter ma tête pour dire que là, moi, ma fille, elle se sent pas bien. Il faut que tu m'aides. Non, les gens, plutôt, me regardent et sont admiratifs parce qu'ils me demandent souvent, désormais, les questions, elles ont changé. On ne me demande plus, ah, tu es vraiment danseur? On me demande, waouh, mais comment tu fais pour être autant organisé? D'où j'ai dit, tout est une question de ce que tu veux, tes objectifs. Où est-ce que tu vas? Est-ce que tu danses parce qu'en fait, tu veux t'arrêter là? Ou est-ce que tu danses parce que tu as compris que c'est ça qui va te nourrir? Et si tu as compris que c'est ça qui va te nourrir, qu'est-ce que tu mets en place? Comment tu mets ça en place? Les gens, ils n'aiment pas payer la danse. Mais moi, j'impose
à qui a envie d'avoir mes services, de payer ce qu'il faut payer. Dès que j'ai reçu mon argent, je repartis. J'en parle parce que je veux bien que les jeunes m'écoutent et comprennent comment je fais. Parce que c'est une question d'organisation. Voilà. Ces jeunes, ils me demandent souvent, ouais, mais grand, comment tu fais? Si j'ai été payé à 10 000 francs, jeune frère, je mets 5 000 francs d'investissement et je mets 5 000 francs pour le vivre de maintenant. Et ces 5 000 francs d'investissement vont produire 5 000 francs plus tard, qui produiront encore 5 000 francs plus tard. Il est important de dire aux enfants que oui, il faut danser. C'est d'ailleurs la force que l'école m'a donnée. Apprenez pour savoir lire, pour savoir écrire, pour réfléchir et savoir repositionner vos avoirs. C'est très, très, très important. Il ne faut pas se contenter et se dire qu'en fait, j'ai dansé aujourd'hui, je suis talentueux, j'ai été payé à 50 000 francs aujourd'hui, demain on me payera encore 50 000 francs parce que je suis talentueux, et après-demain on me payera, donc je peux brûler mes 50 000 d'aujourd'hui, brûler mes 50 000 de demain, et puis j'attendrai qu'on m'appelle. Non, attention, on ne vit pas comme ça. On vit avec des prévisions, on s'organise, on se dit j'ai été payé 50 000 francs, je mets 25 000 francs de côté, d'épargne. Et puis 25 000 francs, je vais essayer de régler les charges tout de suite. D'accord. Au fur et à mesure, ça rentre. Demain, quand tu seras payé encore 50 000 francs, tu mettras encore 25 000 francs de côté. 2 jours durant, ça te fait 50 000 d'épargne. Quand tu arrives au mois, si tu fais 50 000 d'épargne par jour, tu vois bien ce que ça te donne. La fin du mois, tu vois bien ce que ça te donne sur l'année. Et quand dans un an, tu t'es retrouvé avec plus de 2 millions, plus de 3 millions, 4, 5 millions, tu es malin, tu réinvestis ça sur quelque chose. De plus gros. Voilà, de plus grand. Alors, Lopez, aujourd'hui, si on te demandait quel serait le monde idéal pour un danseur, je veux dire, au Gabon, qu'est-ce qui reste à mettre en place ? Qu'est-ce qui serait important à mettre en place pour dynamiser le secteur, pour offrir plus de chances aux danseurs? On parlait de Gaël, on parlait de Scott, on parlait de Keshia. Je pense à ces danseurs parce que c'est les danseurs qui, à certains moments, sont partis du pays. Et c'est triste de voir que... Contre leur volonté, quand même, il faut le dire. C'est vrai que c'est vraiment triste de voir que souvent, des gens, quand ils ne peuvent pas vivre pleinement leur passion, malgré leur talent, vivre pleinement leur passion, en faire une profession dans notre pays... j'appelle ça l'exil culturel, en fait. Ils s'en vont pour pouvoir le vivre dans des pays où on leur offre véritablement le respect et la considération due à leur métier. Aujourd'hui, toi qui as fait toutes ces années dans ce domaine en étant au Gabon, si tu avais un conseil à donner sur les choses à mettre en place pour que cet exil culturel s'arrête et que les danseurs gabonais puissent désormais vivre pleinement de leur profession, de leur passion et tout, qu'est-ce que ce serait? C'est vraiment simple. C'est vraiment simple. On le dit tout le temps, c'est vraiment simple. Ça nous permet d'avoir déjà des infrastructures. Premier élément. Le deuxième élément, c'est les événements qui s'y est. Un danseur, c'est quelqu'un qui vit de son art. Et il n'y a pas d'art s'il n'y a pas d'événement. Il n'y a pas d'art s'il n'y a pas formation. Il n'y a pas d'art s'il n'y a pas renouvellement. Parce qu'un artiste, il renouvelle les sensations. Mais pour renouveler les sensations, il faut se faire former. Il faut donc avoir des écoles de danse au Gabon. Heureusement, comparativement aux années passées, aujourd'hui, de plus en plus, les écoles de danse, elles pilulent dans Libreville et je suis bien content. Et surtout, certains parents, d'ailleurs, nos générations, et ceux un peu plus au-dessus de nous, ils l'ont compris. Et donc, ils inscrivent de plus en plus les enfants parce qu'on sait bien que le devenir d'un pays, c'est les enfants, c'est la base, c'est la jeunesse. Et donc, il faut investir vers cette jeunesse-là, faire comprendre le bien fondé de la danse parce que, au-delà de l'aspect métier, il faut quand même reconnaître que la danse, ça unit les gens. Et donc, je parlerai aussi d'amour pour un monde meilleur, si je pouvais le faire. C'est beaucoup d'amour, beaucoup de soutien, donc de solidarité. Il faudrait vraiment qu'on soit communautaire, la vraie communauté. Et ensuite, le partage. C'est de l'amour, c'est la communauté et c'est le partage. D'accord. C'est ce qu'il faudrait. Et après, je dirais, il faudrait que tout le monde s'exprime avec la danse, par la danse, pour que les choses soient beaucoup plus simples. Parce que vous savez, pour se comprendre, il faut qu'on soit tempéré. Quand on est tous très échauffés, on ne se comprend pas souvent.
On se fâche les uns contre les autres et on se sépare en queue de poisson. Mais la danse ne permettra jamais à deux individus de partir chacun dans son coin avec de la colère, de la haine. Non. Quand vous dansez, vous vous rapprochez. La danse nous unit. La danse nous permet de savoir vivre ensemble. La danse nous permet de connaître quelles sont les limites des uns et des autres pour continuellement d'avancer ensemble. Donc, beaucoup d'amour, beaucoup de communauté et puis beaucoup de partage. Merci beaucoup Lopez. Voilà qui clôt donc cet épisode de notre podcast. Alors, c'était très important de faire cette thématique sur la danse parce que aujourd'hui, on a vu la danse pas uniquement comme un divertissement, mais véritablement comme un métier. Et dans un univers où on parle de plus en plus de chômage des jeunes, il est peut-être temps de regarder vers les secteurs artistiques qui sont porteurs et qui peuvent apporter à tous ces jeunes qui ont décidé d'en faire leur métier les revenus adéquats pour vivre de manière décente dans notre pays, car on ne peut pas tous être entrepreneurs, on ne peut pas tous travailler dans l'administration. Au-delà de ça, c'était important de faire ce point sur la danse parce que la danse est présente dans tout ce que nous faisons. Dans nos cérémonies familiales, même au travail. Je me souviens que notre pays a organisé la Coupe d'Afrique des Nations. Et si vous y réfléchissez un petit peu, vous verrez que ce soit pour la cérémonie d'ouverture ou pour la cérémonie de clôture, la danse était extrêmement présente, sans compter toutes les activités qui avaient cours tout au long de cette période. Donc, il est peut-être temps que l'on regarde les secteurs artistiques avec un peu plus d'attention, un peu plus de sérieux et qu'on leur offre un peu plus de considération. Et comme je le disais, dans cette course pour la lutte contre le chômage, il est peut-être temps de regarder ailleurs que vers ce que moi j'appelle des métiers conventionnels. Merci beaucoup à tous et on se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup à Ivano. Au revoir à tous.